Bonjour Philippe, comment vas-tu? Bonjour Julien, comment vas-tu? Est-ce que tu es en forme? Tu sais que je pète toujours la forme. En plus, c'est la toute première interview en français. J'en mourrais d'envie, je te cache pas que c'est bien de parler dans sa langue, une fois de temps en temps. Donc c'est avec un très grand On a plaisir. préservé la primeur, alors merci beaucoup. Exactement. Alors, c'est pas que la primeur, c'est pas que la langue. C'est aussi un parcours un peu unique, un peu différent des habitudes que je peux avoir sur ce plateau. Alors, si tu veux bien, je vais commencer par peut-être te présenter, puis tu me diras sur quoi je me suis planté, ce qui manque dans la description. Ça marche pour toi? Avec plaisir, vas-y. Alors, je vais reprendre comme je le fais d'habitude, je vais reprendre un petit peu le début de ton parcours. Tu as commencé comme professeur assistant, déjà en stratégie et innovation à l'époque. Tu as fait du droit des affaires, prof de droit des affaires. T'es passé chercheur en management stratégique et puis tu as continué sur 6 ans de business school à Rennes. Je ne savais pas que tu avais vécu à Rennes, c'était peut-être avec une succursale à Lyon, tu m'en parleras peut-être. Toujours en stratégie, en innovation et en digital, 3 thèmes qui te suivent un petit peu tout du long de ta carrière. Puis tu as rejoint l'EM Lyon Business School depuis 2018, ça fait quoi? Ça fait 6 ans et des brouettes maintenant. Et puis tu es un peu partout, tu es sur LinkedIn, tu es sur YouTube, tu es sur Twitch, tu es un auteur, d'ailleurs en pleine réécriture. Tu es un conférencier, un podcasteur, je ne sais pas si ça se dit. Donc, tu es un peu partout tout le temps. Et pourquoi je t'ai invité dans tout ce que j'ai décrit, il n'y a pas le mot marketing une seule fois. Tu n'es pas un CMO, tu n'es pas un leader marketing. Mais on s'est rencontrés grâce à WebIKEO à l'époque sur une conférence qui s'appelait « Les compétences marketing du futur, comment préparer votre succès professionnel ». Il y avait 1400 personnes, ce qui pour un webinar français, j'ai rarement fait des webinars en français avec 1400 personnes, donc apparemment c'est un sujet qui intéressait le monde, et j'ai trouvé la discussion absolument passionnante, et surtout le fait qu'on n'était pas forcément d'accord sur tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas le réinviter? C'était sympa la première fois, on va peut-être pouvoir aller plus loin la deuxième fois. Donc bienvenue parmi nous. Est-ce que tout ça, c'est juste? Ouais, il y a deux bricoles. J'ai jamais enseigné le droit, mais effectivement, j'ai une licence de droit, des DAF. Et ma spécialité, en fait, c'est le digital. Je me suis intéressé à l'informatique quand j'étais enfant. J'ai appris à coder quand j'étais gosse. Donc, en fait, toutes mes études, j'ai à chaque fois rajouté mes passions d'origine qui étaient l'informatique et ce qui est devenu ensuite le digital et de manière plus large, les usages, ce qui est au cœur du métier de CMO, qui nous amène d'ailleurs à discuter régulièrement. Donc oui, globalement, on est sur la bonne direction. Je suis parti de l'informatique pour aller vers l'économie et la stratégie. Et aujourd'hui, mon métier, c'est la stratégie. Mais alors, première question pour moi, c'est t'es prof, donc tu dois avoir eu forcément une opinion sur le sujet. Pour se créer une carrière dans le marketing, est-ce que les études sont utiles ou nécessaires aujourd'hui? Est-ce qu'il faut les pousser loin? Est-ce qu'il faut avoir un bachelor? Est-ce qu'il faut avoir un master? Est-ce qu'il faut avoir un doctorat? Ou est-ce qu'au final, ça ne sert pas à grand-chose? C'est quoi ta vision là-dessus pour une carrière marketing, j'entends? Alors, le marketing a beaucoup changé depuis, je dirais, une dizaine d'années ou une douzaine d'années. Il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, où le marketing à l'ancienne, c'était le développement. La définition du marketing, c'est le développement de l'ensemble des techniques de production de notoriété d'une offre et de commercialisation. Il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, on pratiquait encore le marketing à l'ancienne. Tout le monde avec les 4P de Cutler, il en est à 7 ou 8, je crois, même s'il est mort, on a continué à publier le bouquin. Donc les 4P, le brand awareness, tout ça, bon, ça c'était le marketing classique. Et ça, pour le marketing classique, il y avait plein de carrières possibles, il y avait plein de chemins possibles. Il se trouve qu'il y a eu une vraie transformation depuis, je dirais, 2010, peut-être 2012, 2008. Bon, d'abord, il y a eu la modernisation de tous les outils qu'on utilise en marketing. On va prendre des exemples très très simples, tout ce qui est CRM, marketing automation, tout ce qui est plugué sur un ERP. Je ne peux pas parler chinois aux gens. Globalement, les logiciels qu'on utilise aujourd'hui sont très très différents des logiciels qu'on utilisait avant. Il y a un renouvellement des techniques. Aujourd'hui, on fait des personas, on ne les faisait pas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on faisait des segmentations, on ne s'intéressait pas au comportement des gens. C'est qu'on poussait nos offres. C'était ça qu'on faisait il y a 20 ans. Aujourd'hui, on cherche à faire venir les gens vers nos offres. Donc, ce sont des logiques différentes. Je ne rentre pas dans le détail, mais globalement, tous ces éléments-là font que
Maintenant, le métier de marketeur est un métier où il y a une dimension technologique, où il y a une dimension technique très importante. Alors, la question, c'est est-ce qu'il faut faire des études pour faire ça? Eh bien, ça dépend en fait. Ça dépend parce qu'en fait, il faut avoir ces compétences, mais ces compétences, on peut les acquérir de plein de manières différentes. Je connais des gens qui ont de très grosses compétences en marketing, mais qui ont fait des études dans d'autres domaines que le marketing. Mais comme ils avaient un goût pour la tech, eh ben, ils sont allés vers les CRM, ils ont appris comment ça fonctionnait. J'ai un de mes étudiants qui est formé en management à l'origine, donc management généraliste, qui est aujourd'hui un des meilleurs que je connaisse en marketing digital d'influence sur les réseaux sociaux, qui est normalement un domaine qui est assez éloigné en fait. Donc, c'est l'acquisition des compétences qui fait un bon marketeur. Et donc là, on peut, si on veut rentrer dans une grande entreprise, il y a la question du diplôme qui se pose et qui est absolument indispensable. Si vous montez votre boîte ou que vous rentrez dans une start-up, les compétences peuvent suffire. C'est jamais l'individu lui-même qui fait la différence, c'est l'individu dans un contexte. Et dans ce contexte, les compétences techniques sont devenues le critère. Et prenons un exemple très très simple. Quelqu'un qui veut gérer le marketing d'une start-up qui a besoin d'une grosse audience, s'il arrive avec 500 abonnés sur LinkedIn, on va lui poser la question. Vous ne savez pas créer une audience pour vous-même. Donc, comment vous arriveriez à le faire pour notre entreprise? Quelqu'un qui arrive avec une audience de 20 ou 30 000 dans l'entreprise en disant « je sais faire, je connais les techniques, je peux utiliser ces techniques pour vous », il a une preuve sociale qui est son audience sur LinkedIn et pas forcément le diplôme qui ira avec. Et là, tu nous dis ce côté je sais faire, j'ai la preuve, j'ai la technique, ça marche pour les startups. Par contre, pour les grands groupes, si tu viens pas avec le diplôme, tu rentres pas. C'est ça que tu dis? Oui, il y a une raison à ça, c'est que les gens dans les grands groupes ont tendance à recruter, ça s'appelle l'homophilie, ils ont tendance à recruter des gens qui leur ressemblent. Et très souvent, un DRH qui a une formation dans une grande école, il va voir sous un meilleur jour les gens qui viennent de cette grande école. Un directeur technique qui a une formation d'ingénieur d'une certaine école ou d'un certain réseau d'écoles, comme il connaît les candidats qui arrivent, il a l'impression, comme il connaît l'école d'où viennent certains de ces candidats, il a l'impression qu'il comprend mieux comment ces gens-là pensent. Et il va avoir tendance à les recruter plus facilement. Donc oui, dans les grandes entreprises, on a plutôt tendance à recruter des gens qui nous ressemblent. C'est-à-dire que la différence est moins... c'est pas un critère d'adoption, la différence. Dans une start-up, alors pas dans toutes les start-up, mais dans beaucoup de start-up, la différence, le fait de savoir penser de manière différente, le fait d'avoir construit une carrière différente, ça peut être pris comme un avantage. Pas systématiquement, hein. Il faut pas systématiser ce qu'on dit, mais ça peut être pris comme un avantage. Moi, je connais des patrons de start-up qui recrutent des gens différents, parce qu'ils veulent des gens différents. Donc là, le diplôme coté, c'est la porte d'entrée des grands groupes, pas forcément une nécessité pour les plus petites, mais sur le long terme, au bout de 3, 4, 5 ans d'expérience, est-ce que ça a encore une valeur, le diplôme? Est-ce qu'on recrute encore quelqu'un sur son diplôme quand il a déjà 5 ans de travail derrière lui? Alors là, on est sur un vrai problème de fond, c'est une excellente question. Est-ce que la carrière de quelqu'un doit se construire sur quelque chose qu'il a accompli quand il avait 20 ans? Quelqu'un était bon au lycée, très bon au collège, très bon au lycée. Parcoursup, il arrive à avoir les meilleures prépas. Il a 18 ans, il rentre dans une très bonne prépa. Il sort à 20 ans, il a le concours d'une grande école. Ensuite, il rentre dans l'école. Tout son cursus, toute sa vie, ne peuvent pas être indexés uniquement parce qu'il a réussi quand il avait 18 ans à rentrer dans la bonne prépa et ensuite, 2 ans plus tard, à réussir à la bonne école. Notre vie, elle est beaucoup plus complexe que ça. Ça veut donc dire que d'abord, la première chose, c'est qu'il faut évaluer les gens en fonction de leurs compétences réelles et pas de leurs compétences supposées en fonction de l'école qu'ils ont eue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a le problème de la formation continue dans la vie. Le marketing change énormément. Honnêtement, ces 10 dernières années, moi, je connais pas beaucoup de gens performants qui pratiquent le marketing aujourd'hui comme ils le pratiquaient il y a 10 ans. La transformation est absolument considérable. Prenons juste le marketing automation, c'est une vraie révolution. Le fait d'automatiser les contenus, d'automatiser les flux, de pouvoir recontacter les gens, toute l'automatisation avec le no-code, avec des logiciels comme Zapier ou Make, ça, c'est une véritable révolution. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont des entreprises avec 1, 2, 3 personnes qui font tourner la boutique comme s'ils étaient 15 uniquement par des jeux d'automatisation. Cette compétence technique de haut niveau, elle s'acquiert. Et elle s'acquiert
avec la formation continue parce que notre monde il change très vite. Donc on ne peut pas juger quelqu'un sur un concours qu'il a réussi quand il avait 20 ans. Alors, j'aime bien que tu me parles de ça pour 2 raisons. Un, parce que effectivement, moi, ma méthode de recrutement, je regarde jamais les diplômes. Ça ne m'intéresse pas. Alors peut-être pour quelqu'un qui sort tout juste de l'école, effectivement, si tu n'as pas de point de comparaison, il faut bien avoir quelque chose. Donc peut-être que dans ce cas-là, le diplôme marche. Mais même là, ça va plus se jouer sur l'entretien d'embauche et sur ta capacité à convaincre. Et puis sur le fait que tu sois ou non curieux, plus que sur le diplôme. Mais une fois qu'on a eu une première expérience, personnellement, je ne regarde jamais le diplôme, ça ne m'intéresse pas. C'est plus qu'est-ce que tu es capable de faire. Montre-moi ce que tu fais dans ta vie, ce que tu as fait dans tes rôles précédents. Et ça m'intéresse d'autant plus que tu nous parles un petit peu de cet apprentissage continu. Et justement, je trouve que tu es plutôt pas mal placé pour en parler, parce que tu as un côté incroyablement touche à tout. Tu écris, tu as des conférences, tu es sur Twitch, tu as des podcasts, tu es sur YouTube. Tu nous parlais il y a quelques mois, tu faisais 3 posts par semaine où tu nous parlais des différents GPT, où tu comparais Claude à Gemini, qui ne s'appelait pas Gemini à l'époque, à ChatGPT, Bard à l'époque. Et tu t'intéresses vraiment à tout, tu touches à tous les sujets. Parfois, tu es un expert, parfois, tu es complètement néophyte, mais au moins, tu t'y intéresses et tu te formes sur ces sujets-là. Tout le monde n'a pas forcément le temps, la motivation, l'intérêt de creuser autant que toi tu le fais. Puis tu as un petit côté chercheur quand même qui fait partie de ton ADN. Donc, si tu cherchais pas, bon, il manquerait quelque chose, mais c'est pas forcément dans l'ADN de tous les marketeurs. Comment on se forme au quotidien, au-delà de l'école et des premières études de début de carrière? Alors, bon, d'abord, il faut bien voir le truc, c'est qu'en France, les gens se forment assez peu globalement. On se forme plutôt moins qu'en Allemagne, plutôt moins qu'aux États-Unis. Il y a cette logique de formation qui est moins inscrite dans l'ADN des entreprises. On est le pays européen d'Europe de l'Ouest où les dirigeants se forment le moins. Les dirigeants se forment beaucoup moins qu'en Allemagne, par exemple, en Suède, en Norvège, enfin beaucoup moins. En Suède et en Norvège, il est normal d'avoir plusieurs jours de formation par an. C'est dans la routine de formation. Vous allez avoir un problème avec votre manager si au moment de l'entretien annuel, vous n'avez pas pris vos jours de formation. En France, ce n'est pas tout à fait le cas. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'essaie, mais ça, c'est personnel, j'essaie d'apprendre un truc nouveau tous les jours. Mais un truc nouveau, ça peut être une fonction nouvelle d'une IA que j'utilise, ça peut être un truc sur Word que je n'ai pas compris. En ce moment, je suis en train de terminer mon livre. Et j'apprends des raccourcis sur Word dans les fonctions elles-mêmes. Et ces fonctions, elles me font gagner du temps. Et c'est des fonctions que je ne connaissais pas. En fait. Et donc, on a toujours des choses à apprendre. On a toujours des automatisations à apprendre sur Excel. J'essaie d'apprendre un truc tous les jours. Et ce truc que j'essaie d'apprendre tous les jours, il me permet quoi? Il me permet un truc très simple. C'est je ne peux jamais être sûr et certain que ce que je fais, c'est comme ça qu'il faut le faire. Peut-être qu'on peut le faire mieux. Et j'essaie de faire ça pour tout. Avant, je publiais sur LinkedIn 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Et j'avais des conversations intéressantes, mais j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de continuité. Alors, j'ai décidé en juillet l'année dernière de publier tous les jours. Et mon métier, c'est d'écrire. J'écris 2 heures tous les jours. Mon métier, c'est d'écrire. Donc, je les ai, les éléments sur LinkedIn. Sauf que LinkedIn, ce n'est pas un endroit où on produit du texte écrit. LinkedIn, c'est un lieu où on discute. C'est une plateforme conversationnelle. Donc, sur LinkedIn, il faut aborder des sujets dont les gens ont envie de parler. Et comme il faut aborder les sujets dont les gens ont envie de parler, il faut réfléchir aux sujets qui les intéressent. Tu parlais de l'IA. Moi, je fais de l'IA depuis 2010. Mon premier papier sur l'IA, c'était 2015. Donc, c'était avant la vague de l'IA générative. Et ça m'intéressait déjà, mais je ne suis pas ingénieur. J'ai appris à coder en basique. Donc, pour ceux qui s'en rappellent, voilà, ça ne sert à rien. Et j'ai appris à coder en Python et j'ai quelques bases en C++. Donc, tout ça ne sert à rien pour comprendre comment informatiquement l'IA fonctionne. Par contre, ça donne la rigueur. C'est exactement ça. Ça m'a permis, j'ai les outils conceptuels pour pouvoir comprendre comment une IA fonctionne en termes de modèle fondation et de corpus d'entraînement. J'ai les fondements conceptuels qui me permettent de comprendre comment ça marche, d'être en accord avec le fonctionnement ou pas, de pouvoir le critiquer, de pouvoir les comparer et de pouvoir en discuter avec les gens. Et j'ai beaucoup de gens dans mon audience qui ont des formations technologiques et moi, j'ai aucun problème à dire, voilà, je ne sais pas comment ça se code, mais conceptuellement, je sais comment ça marche. Et j'ai des amis qui me disent, moi, conceptuellement, ça va, mais je sais comment ça se code. On peut en parler. Et il faut parler avec des gens qui ont des opinions différentes
Il faut parler avec des gens qui pensent les choses différemment, parce que c'est en parlant avec ces gens-là qu'on découvre les choses qu'on ne sait pas et les choses qu'on pourrait apprendre. Je me souviens plus qui disait qu'à chaque fois qu'on lit un livre, c'est un cauchemar. Parce que plus on lit de livres, plus on se rend compte de ce qu'on ne sait pas, en fait. Et donc, on peut le prendre en étant terrifié, je ne sais rien. Ou alors, on peut se dire, tout ce que je lis, ça m'apprend des choses sur ce que je ne sais pas. Donc, je suis un petit peu moins bête aujourd'hui que je ne l'étais hier. Ça, c'est un concept que j'adore. Il me semble qu'on en avait parlé il y a quelques mois, qui s'appelle la sphère de Pascal, et qui est une représentation. Si tu essaies de représenter tes connaissances par une sphère, tout ce qui est à l'intérieur de la sphère, c'est ce que tu sais. Et la surface de la sphère, c'est ce que tu sais que tu ne sais pas, parce que tout ce qui est en dehors de la sphère, c'est ce que tu ne sais pas. Et plus tu apprends de choses, plus la sphère est grande, plus la surface s'élargit, plus tu sais que tu ne sais pas. Et plus tu apprends des choses, plus c'est terrifiant, parce que tu te rends compte de l'immensité des choses que tu ignores. J'adore le concept, je trouve ça fantastique. Et c'est peut-être pour ça qu'on dit heureux les simples d'esprit, parce que moins t'en sais, moins tu sais que tu sais pas, plus tu es heureux dans ta vie finalement. Mais ça, c'est un truc que moi, je vivais assez mal quand j'avais 25 ou 30 ans, parce que j'avais l'impression qu'en fait, tout ce que j'apprenais, je ne savais rien faire. Et donc, à cette époque-là, j'ai voulu apprendre les choses techniques. J'ai voulu apprendre techniquement, parce que j'ai un goût pour la physique, en fait, à l'origine. Donc, j'ai essayé. Et en fait, ça ne sert à rien, c'est une impasse, ça. En fait, il faut calculer son temps de travail. On ne sera jamais aussi bon que quelqu'un qui fait quelque chose à temps plein. Donc, on ne sera pas aussi bon, on ne pourra pas le faire. Par contre, on peut essayer de comprendre conceptuellement ce qu'il fait pour pouvoir en parler avec lui. Et ça, c'est ça que je fais. C'est pour ça que je lis tous les jours sur des choses que je ne comprends pas. Alors, je suis heureux que tu me lances là-dessus, parce que justement, ça va être un point où je pense qu'en général, on a un désaccord. On va voir si c'est toujours le cas aujourd'hui. Tu me dis, on ne sera jamais aussi bon que quelqu'un qui fait ça à temps plein, peu importe la discipline. Pour le Saint Graal, pour atteindre le poste de CMO, Head of Marketing, peu importe le titre qu'on lui donne, pour monter l'échelle dans sa carrière marketing, est-ce qu'il vaut mieux se spécialiser et être justement l'expert de ce sujet-là, ou est-ce qu'il vaut mieux se généraliser, être un petit peu touche-à-tout et avoir une expérience suffisamment large? Parce que comme tu le disais tout à l'heure, le marketing, c'est un ensemble de compétences et de skills qui sont très, très différentes. Il y a plein de nouvelles choses au marketing qui sont différentes des 4P d'il y a 20 ans. Se spécialiser ou se généraliser, c'est quoi la technique pour s'améliorer en marketing? Alors effectivement, là, moi, j'ai un discours qui est... il y a beaucoup de gens qui sont en désaccord avec ça. Je vous l'expose et chacun fait ses courses. Ce que je pense, moi, à titre personnel, c'est que c'est la fin des généralistes. Je pense que les généralistes, c'est terminé. Ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'on arrive à l'avènement des multispécialistes. Je vais prendre un exemple très, très simple. Avant, dans le marketing, il y avait les chefs de produits. On va parler des chefs de produits. Il y avait les directeurs de l'offre en fonction du niveau de la taille de l'entreprise. Le directeur de l'offre, il gère plusieurs produits. Le chef de produit gère chacun une famille de produits. Bon. Le chef de produit, avant, son origine, son job, c'était de construire l'offre et de la marketer. Aujourd'hui, le métier de chef de produit, dans beaucoup d'entreprises, il a explosé. Parce que le chef de produit, il y a toute la production des contenus pour produire la notoriété pour le contenu, pour le produit. Il y a toute la gestion des personas dans le CRM. Il y a toute la gestion des ads, qui est aujourd'hui un vrai métier sur les réseaux sociaux. Il y a toute la question de l'engagement sur les réseaux sociaux. Ce métier-là, il a explosé. Et chacune des facettes de ce métier-là est devenue une expertise en soi, un nouveau métier en soi. Ce que je pense aujourd'hui, c'est que le directeur marketing ne peut plus, il pouvait il y a 15 ans, il ne peut plus avoir les compétences de son équipe aujourd'hui. Aujourd'hui, à mon avis, c'est plus possible. Quelqu'un qui a été bien formé sur un CRM, qui arrive, qui est une machine de guerre sur HubSpot, le directeur marketing, pour qu'il comprenne vraiment comment on utilise HubSpot, il va vraiment falloir qu'il s'accroche et qu'il travaille comme un dingue pendant plusieurs années. Et ce temps-là, il doit le consacrer à autre chose. Un expert en marketing automation, maintenant, aujourd'hui, on recrute des ingénieurs en marketing automation parce qu'il y a une très grosse dimension analyse de données qui nécessite des compétences qui ne s'improvisent pas. Et ça, le directeur marketing, il ne peut pas le faire. Par contre, ce que le directeur marketing peut faire, c'est produire de la synchronisation et de la coordination entre tous ces métiers. Et ça, c'est nouveau, en fait. Il y a 15 ans, il n'y avait pas besoin de le faire. Un directeur marketing qui avait sa segmentation, qui avait ses chefs de produits, il faisait du management de son équipe. Aujourd'hui, un directeur de marketing, il va devoir synchroniser des métiers
qui interviennent à des phases différentes de la chaîne de valeur, ne serait-ce que la production de contenu, par exemple. Et cette synchronisation-là, elle nécessite de comprendre ce que tout le monde fait, mais pas forcément de savoir le faire, mais de le comprendre, mais surtout d'être capable de produire cette synchronicité. Et sa spécialité à lui, c'est d'articuler l'intégralité de ses compétences. Je pense que c'est la fin des généralistes, oui, tout à fait. Alors, et là-dessus, on est pas d'accord. Est-ce que alors je sais pas si c'est une question de sémantique ou si in fine on n'est vraiment pas d'accord là-dessus. Je te rejoins sur le fait que le rôle du manager, ça va être de pouvoir synchroniser tout le monde, d'assurer la collaboration et surtout d'assurer qu'il y ait une logique et un suivi d'une compétence à l'autre, qu'on ne travaille pas en silo et qu'il y ait vraiment des flows qui se mettent en place. Comme tu l'expliques, le product manager, si aujourd'hui c'est 15 rôles qui n'en étaient qu'un à l'époque, il faut que ces 15 rôles travaillent de concert parce que sinon on se retrouve avec 15 visions complètement différentes du même produit, c'est catastrophique. Cependant, là où je te rejoins moins, c'est que le rôle justement du manager marketing, s'il n'y a pas un côté généraliste, il va lui manquer les codes. Il n'y a pas besoin d'être expert pour moi en HubSpot, comme tu le disais, mais il a besoin de comprendre suffisamment le CRM pour comprendre de quoi il s'agit, définir les KPI, définir la stratégie, définir les objectifs avec la personne qui va gérer le CRM pour lui. Il a besoin de comprendre suffisamment le product marketing. Pardon ? Donc, il faut qu'il se spécialise. Je pense mais qu'en fait, il ne peut pas être spécialisé sur tout. Derrière le côté généraliste, il y avait une dimension managériale, je crée des relations entre les gens. Voilà, je pense que c'était ça. Derrière le côté multispécialiste, il y a je comprends, pas en profondeur, mais je comprends ce que chacun des maillons de ma chaîne de valeur fait, ce que chacune des personnes fait, ce que chacune des compétences représente. Je n'ai pas exactement cette compétence, mais je la comprends et comme je la comprends, je suis capable de l'articuler. Je pense que c'est autre chose que le fait d'être généraliste. Alors peut-être qu'on n'a pas le mot. Moi, le terme que j'utilise, c'est multispécialiste. Ce terme-là, il vient de la strat. Il était sur les entreprises qui commençaient à être multidivisionnelles, à avoir plusieurs divisions. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on arrive à l'avènement du multispécialiste. Et le multispécialiste, il doit avoir certaines compétences. Et la compétence au cœur de tout, là où il doit être un expert, c'est sur la compréhension du comportement client. Et du coup, comment tu atteins ça ? C'est-à-dire, tu commences ta carrière, peu importe le premier poste, tu vas commencer dans le design, tu vas commencer dans le produit, tu vas commencer dans le CRM, tu vas commencer dans l'automatisation, peu importe. Tu rentres dans le marketing, tu as ton premier rôle, tu as ton objectif à 10, 15, 20 ans, peu importe, tu veux être CMO. Comment tu y arrives ? Comment tu l'obtiens, cette multispécialisation dont tu nous parles ? Est-ce que ça veut dire que je change de rôle tous les 2 ans ? Est-ce que ça veut dire que j'évite d'être hyper spécialisé et de devenir un maître de mon métier si je veux avoir un rôle un peu plus chapeau, un peu plus umbrella par la suite ? Comment on l'atteint, cette multispécialisation ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a effectivement il y a un équilibre à trouver. Effectivement, lorsqu'on est un spécialiste dans son domaine, bon, je vais prendre un exemple très très simple. Imaginons, tu es un expert du CRM. Tu es vraiment bon sur le CRM. Tu as travaillé comme un dingue, tu es le meilleur sur ton CRM. Dans ta boîte, c'est toi qui gères le CRM, c'est toi qui aides tes collègues qui sont dans d'autres divisions sur leur CRM. C'est vraiment toi la machine de guerre sur le CRM. Tu n'auras jamais la promotion de directeur marketing. Parce que personne ne pourra te remplacer au CRM. Et que donc, si on te change de poste, l'entreprise va perdre de la valeur. Donc, si tu deviens indispensable sur le CRM, tu n'auras pas cette promotion de directeur marketing dans cette entreprise, même si tu peux le faire. Et là, tu n'as pas 250 options. Ça, c'est un drame que vivent énormément d'experts qui se considèrent comme non reconnus par leur boîte dans le métier qu'ils font, sauf que pour l'entreprise, l'intérêt, c'est de les laisser à leur poste, en fait. On a l'autre sens. On a les chefs de projet, les personnes qui sont dans un projet, qui sont très bons. Et comme ils sont très bons dans leur projet, on les nomme chefs de projet marketing, par exemple, qui est un autre métier. Et on ne les forme pas. Le gars qui avait des fonctions dans son projet, qui devient chef de projet, c'est une promotion un peu perverse parce qu'en fait, ce n'est pas le même métier. Et ce n'est pas parce qu'il était bon dans le projet qu'il sera bon en étant chef de projet. Donc là, on a deux exemples de promotion refusée qui est un échec et de promotion accordée qui est un échec. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la carrière, elle se construit avec la formation continue, en comprenant ce que les autres font, avec l'intérêt pour la stratégie de l'entreprise, parce qu'il ne faut pas oublier que le marketing est aligné sur la stratégie de l'entreprise. Donc, il faut s'intéresser à ça. Avec les rencontres, il faut avoir un mentor.
et là, je ne sais pas si on t'avait prévu qu'on aille là-dessus, mais il faut avoir un mentor. Il faut travailler avec des gens et il faut travailler avec des gens qui ont confiance en vous et qui reconnaissent votre valeur. Donc, il faut avoir un mentor. Et puis, il faut aussi comprendre ce que les autres font. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, comme je le disais, on ne peut pas être hyper spécialisé. Il faut être multispécialiste. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce que les autres font en amont de vos tâches, de vos fonctions, et en aval de vos. Parce que ce que vous faites a des conséquences sur les autres, en fait. Donc, il faut percevoir une entreprise comme un ensemble de processus. Et ces processus se nourrissent les uns les autres. Alors, pour la carrière, de manière intrinsèque, très simplement, ce que je pense, c'est que quand on est bon et qu'on n'est pas reconnu dans son entreprise, il faut partir. Je pense que ça, c'est important. Je pense que quand on est bon dans son job et qu'on pense qu'on mérite une promotion et que vraiment on a les éléments qui nous montrent qu'on excelle dans notre domaine, si on n'est pas promu, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, on ne le sera pas parce qu'on est dans la situation où on est stuck, c'est qu'on est très bon à notre poste et il n'y a personne pour nous remplacer. Alors, il y a des entreprises, ce qu'elles font, c'est qu'elles recrutent des juniors pour que le senior qui est très bon forme son successeur. Ça, c'est une vision qui est assez moderne, qui est assez dynamique. Tout le monde ne le fait pas. Tout le monde ne le fait pas. Donc, ce que je pense, c'est qu'il y a des éléments, enfin, il n'y a pas de règle pour devenir CMO. Il y a de la chance, il y a le fait d'avoir un mentor, il y a le fait de bien s'entendre avec les gens. Il y a beaucoup de gens qui sous-estiment quelque chose. Pour beaucoup de gens, en fait, la carrière se fait sur les compétences dans une entreprise. Et en fait, c'est une erreur de penser ça. La carrière ne se fait pas sur les compétences dans une entreprise. Elle se fait sur les compétences et le comportement. C'est que votre aspect politique, dont on avait parlé justement la dernière fois, qui vient jouer un rôle. Une entreprise, c'est une organisation humaine. Il y a le rapport à l'autre. Si vous êtes le meilleur dans votre domaine et vous êtes très performant, mais vous avez un rapport à l'autre qui est compliqué, jamais vous deviendrez manager. Alors, le rapport à l'autre, c'est fondamental. Jean-Philippe, on est presque à la fin et normalement, c'est là que je dis il me reste une question. En réalité, il m'en reste 8. Donc, si je vais te demander de faire un effort particulier pour moi. Je n'ai pas envie de te poser une question, j'ai envie de te poser 2 questions, si tu arrives à y répondre de manière succincte. La première question, c'est est LinkedIn dans tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les nouvelles générations qui commencent dans le marketing, aujourd'hui, on a des nouvelles générations qui ont été biberonnées aux réseaux sociaux. Que tu sois dans le marketing ou pas, quand tu arrives sur le marché du travail, tu es peut-être plus Twitch ou Instagram, mais c'est peut-être déjà pour les vieux maintenant. Tu es peut-être plus sur tous les nouveaux réseaux sociaux, tu es peut-être plus quelqu'un qui est arrivé avec TikTok que quelqu'un qui est sur Facebook. Et LinkedIn dans tout ça, quand est-ce qu'on s'y met? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est quelque chose dès mon premier job? Est-ce que c'est quelque chose quand je suis encore en études? Est-ce que c'est quelque chose quand j'ai vraiment quelque chose de concret à raconter et que j'ai 3 à 5 ans d'expérience? Et la deuxième question, c'est si tu avais un seul conseil, on a déjà donné beaucoup aujourd'hui, mais si tu avais un seul conseil à donner à des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, dans le monde du marketing et qui ont les dents longues et qui veulent grimper dans leur carrière, c'est quoi ce conseil? Qu'est-ce qu'ils devraient faire que tu nous aurais pas déjà dit aujourd'hui? Ok, alors d'abord LinkedIn. Alors moi j'ai un truc à vous dire, c'est abonnez-vous. LinkedIn, très clairement, il faut le commencer le plus tôt possible parce qu'en fait LinkedIn c'est un monopole. On n'a pas l'alternative sur les réseaux de recrutement et sur les réseaux B2B. En fait, il y en a d'autres, hein, mais ils sont des nains en fait. Donc LinkedIn est absolument indispensable. LinkedIn c'est la plateforme numéro 1 de génération de leads en B2B. Même si la frontière B2B, B2C c'est beaucoup altéré, LinkedIn c'est la plateforme numéro 1. Il faut être présent sur LinkedIn. Et il ne faut pas être présent sur LinkedIn quand vous aurez besoin d'un réseau. Il faut être présent sur LinkedIn tout de suite et il faut construire le réseau. Okay, donc ça, c'est la première chose qui est vraiment très importante. Et il faut savoir que sur LinkedIn, plus de 95% des utilisateurs de LinkedIn ne commandent jamais et ne postent jamais. Donc, il y a un territoire à conquérir pour tout le monde. Donc, LinkedIn, c'est un territoire quasi vierge en France. Vous pouvez y aller vraiment. C'est la première chose. C'était quoi ta deuxième question? C'était sur les choses Un conseil. Je rentre sur le marché du travail. Ton conseil pour ma carrière? Moi, ce que je vous recommande, c'est formez-vous à un grand nombre de services, donc des SaaS ou des logiciels. Formez-vous à un grand nombre de logiciels pour offrir des options à votre employeur. Il y a quelques logiciels qu'il faut connaître. Hein. Évidemment, il faut faire les formations HubSpot, il faut faire les formations sur les principaux CRM. Moi, j'en conseille 2, hein, c'est HubSpot et Pipedrive. Faites les formations, elles sont gratuites. Comme ça, vous saurez comment ça marche. On ne vous a pas formé au fonctionnement d'un CRM. Prenez les notices et apprenez à les utiliser. Il y a des formations gratuites. Et là, en sachant les utiliser, vous aurez un avantage. Formez-vous au marketing automation avec Salesforce, par exemple.
il y a des formations gratuites. Suivez les formations gratuites Amazon, Microsoft, Facebook. Il y a Blueprint sur Microsoft, sur Facebook qui est très bien, et Google. Faites ces formations gratuites qui vont vous donner les fonctionnements de base de ces grandes plateformes. Comprenez comment les grandes plateformes fonctionnent et apprenez à utiliser les logiciels de base qu'on utilise dans le métier du marketing. Comprenez Stripe, par exemple, logiciel de facturation. Comprenez les plateformes d'apprentissage comme Podia qui sont utilisées par ou Kajabi qui sont utilisées par les grandes entreprises pour tout ce qui est e-learning ou communication sur la connaissance. Comprenez les plateformes de spread, donc de diffusion des podcasts. Tout ça, ce n'est pas des travaux considérables. En quelques jours, c'est su, mais comme ça, vous connaissez les mots, vous connaissez les concepts, vous connaissez les logiciels. Apprenez à utiliser les logiciels d'automatisation comme Zapier et Make. Découvrez Notion. Tous ces services-là, ils sont en train de façonner les entreprises d'une nouvelle manière. Et honnêtement, on est rentré dans une logique qui s'appelle la logique de plateformisation. Il y a énormément d'entreprises qui sont en train de se transformer en plateforme. Une plateforme, c'est quoi? C'est un lieu sur lequel l'audience, les clients, les fournisseurs, les services sont disponibles, sur lequel tout le monde se retrouve et les gens sont transformés. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aucune entreprise ne dispose de tous les éléments pour plateformiser. Elles sont obligées d'aller chercher dans l'environnement des services. Et ces services, ils évoluent. Si vous comprenez ces services, vous serez capable d'offrir à l'entreprise dans laquelle vous voulez candidater des compétences que personne d'autre n'a. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Jean-Philippe, un grand merci. Encore une fois, j'ai encore 8 questions, mais réellement, ça en pourrait être 92. Un grand merci pour la qualité de cet échange. Et puis, j'espère qu'on se revoit encore très bientôt. Merci beaucoup. Passe une excellente journée. Excellente journée à tes auditeurs. Bye bye.